On arrive sur la dernière intervention. On a gardé presque le meilleur pour la fin. Donc c'est le Jérôme Kerviel de l'Ouest de France. C'est Jean-Marie Arsac qui ose faire de la topographie avec QGIS. T'es vraiment sûr de toi? À peu près. Ok. C'est moi qui fais défiler ou c'est Laurent? C'est toi. Et Laurent, je crois qu'il synchronise. Mais je sais pas vraiment comment ça marche. Okay. Bon, bonne dégustation. Pourquoi avec QGIS de la topographie? En fait, on avait évoqué au moment de l'appel à proposition la définition d'un thème qu'on n'a jamais publié, je crois. Et le thème, c'était « Vous, que faites-vous avec QGIS ?» Donc voilà l'explication du titre. Donc, je travaille pour Azimut. Je suis seul à travailler pour Azimut. Et je fais du développement, du conseil, de la formation, tout ce qui est service informatique, en fait, autour des outils DAO sous Bentley, sur plateforme Bentley, donc microstation et autres, et tout ce qui est SIG avec QGIS et PostgreSQL PostGIS. Donc, les clients sont des collectivités. À l'origine, c'était essentiellement une cible de géomètres et de topographes, ce qui explique un peu le plugin de Topo. Et donc, l'idée, c'était d'être un peu le service informatique externalisé des petites entreprises, ou des petites collectivités. Et aujourd'hui, je me consacre plutôt à l'intégration d'outils libres, donc QGIS et PostgreSQL, avec des outils propriétaires, voire, quand je peux, à la migration. Évidemment, des outils propriétaires vers les outils libres. Alors, je vais d'abord vous dire pourquoi on a voulu faire de la topographie avec QGIS. Ensuite, je vous représenterai rapidement le plugin qui s'appelle Topaz. Et puis, je terminerai en accentuant sur l'intérêt d'utiliser l'open source. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop. La topographie, c'est la technique de lever des cartes et des plans de terrain. Donc, ça consiste dans les méthodes traditionnelles à mesurer des angles et des distances, principalement, et à faire, avec quelques calculs trigonométriques, à faire un report des points et ensuite à dessiner dessus. Donc, l'objectif d'un plan topographique, en général, c'est soit de se repérer sur le terrain, soit de faire un plan pour faire un état... Je peux le mettre, hein, excusez-moi. De faire un état des lieux avant des travaux, ou au contraire, de faire un état des lieux après les travaux, c'est-à-dire un récolement. Donc, comme ça fait quelques années que je travaille là-dessus, j'ai vu une évolution des livrables demandés par les donneurs d'ordre. On est passé du plan papier à peu près jusqu'aux années, à la fin des années 70, à un plan numérique, enfin une fourniture double, à la fois un plan papier et un plan numérique. Ça a été à peu près dans les années 80. Et ces plans numériques étaient fournis au départ au format DXF, dont on parlait ce matin, DXF et ou DWG, principalement parce que le ministère de l'Équipement s'était équipé d'AutoCAD. Et c'est une époque où à la fois les prestataires et les utilisateurs des livrables, disons, manquaient de compétences sur l'outil. À titre d'anecdote, c'est une époque où j'ai entendu dire à un prestataire, il me demande une disquette, de toute façon je ne mets rien dessus, ils ne savent pas la lire. Ensuite, on est passé au plan numérique. Alors, plan numérique toujours avec une fourniture papier, puis plan numérique uniquement, donc toujours des formats DAO, principalement DXF, DWG ou DGN. Et en gros, depuis 7-8 ans, on demande de plus en plus une fourniture de données SIG. Donc non seulement les géométries des objets qui sont sur le terrain, mais également des attributs techniques qui les caractérisent. Donc là,
Le DXF a été principalement remplacé par le SHP, le Shapefile. Et aujourd'hui, on commence à avoir des demandes de livraison en GeoPackage. Alors, c'est une évolution de livrables et d'exigences qui a été accélérée par la réforme dite des DTDICT, qui était destinée à réduire les endommagements de réseau. Donc, tout organisme ou toute entreprise qui doit effectuer des travaux de creusement sur le domaine public doit se renseigner pour savoir quels sont les réseaux qui sont sur l'emprise de ces travaux. Et donc, tous les exploitants de réseau sont tenus de fournir un plan à jour. Donc, pour le fournir, il faut évidemment l'avoir levé. Et avec une précision aujourd'hui en classe A qui en gros correspond à 10 cm. Alors, pour revenir sur l'idée de faire de la topo avec QGIS, c'est en fait pas une idée nouvelle, puisqu'on avait évoqué déjà, notamment avec Loïc, lors du Phosphorg 2018, l'utilité de faire de la DAO avec QGIS et de faire des plans topo avec QGIS. Et il s'avère que depuis 2-3 ans, on a des demandes, enfin pour ma part, et pour en discuter aussi avec d'autres prestataires, ça se généralise, des demandes de professionnels de plus en plus fréquentes pour pouvoir directement faire les levées avec QGIS au lieu de faire les levées, enfin traiter leurs levées avec des outils DAO pour ensuite les convertir en shape. Alors, ce plugin de topo a été développé dans le cadre d'une demande de la métropole de Rennes et qui envisage de passer à QGIS. Donc, le but, c'est de s'intégrer mieux dans le système d'information de la métropole, qui est fondé sur PostGIS, de réduire les problèmes de conversion, puisqu'on passe, comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on en a parlé, chaque fois qu'on passe de DAO en SIG et réciproquement, on a des contraintes et des problèmes. Et l'intérêt de passer sur QGIS et donc sur des outils libres, c'est de réutiliser des briques existantes. Et alors je ne sais pas si c'est Loïc me confirmera, mais c'est aussi le but de gagner en indépendance. Donc il confirme. Alors, le but de ce plugin, c'est d'équiper l'unité de géomètre topographe d'un outil qui permette de remplacer leur outil propriétaire actuel, qui est TopStation. Donc, au niveau des calculs topographiques, de la représentation graphique des plans et des interactions potentielles avec la donnée existante. Aussi bien au niveau de la base de données que des fichiers à plat qu'ils pourraient avoir. Donc, ce plugin a été développé dans le cadre d'un POC, d'une preuve de concept. Donc, les fonctionnalités actuelles sont assez limitées. On crée un nouveau levé, on importe des carnets. Donc, pour l'instant, les seuls formats supportés sont le format de Leica, qui est le format historique de Leica, qui est le GSI, et le format historique aussi de Trimble, qui était anciennement Spectra, anciennement Agar, enfin, etc., qui sont deux formats texte. Donc, on importe le carnet, on peut éditer les observations, donc les vérifier, les corriger visuellement. On peut faire un calcul des points rayonnés, donc en gros, on transforme des angles et des distances en coordonnées X, Y, Z. Effacer le carnet, évidemment. On peut importer un semis de points de manière à importer des points déjà connus, qui vont être des points de référence. Donc là, on utilise le format JSI, qui est un format texte historique de TopStation. Et dans le cadre du calcul des points rayonnés, on sait calculer un V0, c'est-à-dire calculer l'origine du cercle de mesure du théodolite. Et donc, on calcule les points de détail qu'on enregistre dans un GeoPackage.
Alors, les fonctions de base de calcul d'un topographe qui manquent, c'est tout ce qui est calcul de canevas, c'est-à-dire calcul permettant de déterminer des points de référence qu'on va utiliser ensuite, soit pour les stationner, soit pour les viser en tant que référence. Tout ce qui est calcul de nivellement direct, puisque, si vous voulez, quand on veut calculer des altitudes, aujourd'hui, en gros, on a trois possibilités. Soit on se fie aux altitudes mesurées avec un GPS, soit on fait un nivellement, ce qu'on appelle un nivellement trigonométrique, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait le lever des points, on calcule le Z, toujours par trigonométrie, soit on fait un nivellement direct, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va utiliser un niveau et des visées, alors non plus sur une mire électronique. Bon. Et c'est un nivellement qui permet de donner une plus grande précision dans la mesure, si vous voulez, dans le résultat. Il manque toutes les corrections de base qui soient paramétrables, c'est-à-dire réduction des distances à l'horizontale ou au niveau zéro. Et il manque l'édition de listing de résultats des calculs et de calculs de précision. Donc ça viendra dans un deuxième temps si le POC est validé. Enfin, il est validé, mais il donne suite. Donc, on pourrait rajouter également du référencement de levée réalisé en coordonnées locales, du levé codifié au GPS pour les gens qui veulent utiliser QGIS sur le terrain, etc. Ça serait différent, en fait, si vous voulez, ça répondrait à un besoin différent de Merging Maps ou QField. Le principe de fonctionnement, on a simplement un géopackage dédié au traitement d'un chantier avec un système de templates. Quand on crée un nouveau levé, on copie le géopackage. Il a seulement 2 tables. Une table observation pour le carnet et une table pour les points, avec le type de point, le matricule, la géométrie, la classe de précision planimétrique et géométrique et altimétrique, puisque c'est aujourd'hui ce qui est quasiment indispensable, et un code qui permet ensuite d'être traité dans le plugin LSCI d'Oslandia. J'accélère un peu, excusez-moi. Alors, au niveau de l'outil, enfin de ce genre de développement, l'intérêt de l'open source est manifeste. Au niveau de la représentation graphique, on bénéficie de toutes les capacités de QGIS, au niveau des styles de représentation. On bénéficie aussi des outils de numérisation, c'est-à-dire des outils plus ou moins DAO de QGIS, et on bénéficie des plugins existants. Donc, par exemple, l'Unsurvey Code Import qui permet de traiter la géocodification. On peut avoir des interactions avec le SIG, donc contrôle des résultats, enfin des points et de la conformité des objets avec CompliGIS. Et dans un deuxième temps, on pourra faire une intégration dans PostGIS pour gérer par exemple une base points, c'est-à-dire qu'on a une base de référence de points dans la base de données. Donc, pour développer, j'ai utilisé un peu de code d'un outil qui s'appelle Total Open Station, qui est un projet d'une association d'archéologues italiens, donc qui est en code Python. Donc, il y a certaines routines que j'ai utilisées. On s'interface avec l'Unsurvey Code Import et dans un deuxième temps, on va s'interfacer également avec CompliGIS. Donc, ça permet de construire des solutions sur mesure, l'open source, en utilisant des briques existantes. Ça permet aussi de travailler à plusieurs entreprises sur le même projet. Donc on avait déjà expérimenté un petit peu avec le plugin DICT, et là on continue. Et deux autres éléments, c'est la qualité du code. Quand on a une expérience de développement dans des sociétés qui faisaient du propriétaire et qu'on voit aussi l'open source, on se dit qu'on gagne largement en qualité dans les développements open source et la pérennité, puisque vous avez plusieurs intervenants et puis le code est libre. Voilà, pour aller plus loin, vous pouvez regarder le code sur le dépôt GitLab et vous pouvez contacter ou Loïc ou moi si vous avez des remarques ou des souhaits, etc. La validation sur le dépôt QGIS est à venir.
Bravo. Merci pour ce topo. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il est bientôt 17h. Tenez bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce plugin et toute cette logique-là par rapport à... Je trouve que c'est intéressant, là, tout l'aspect open source. Ce retour d'expérience. Florian? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener aussi sur la standardisation dans la manière de relever, de standardiser la codification des relevés topo, des plans de récollement? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à porter au niveau peut-être national, au CNIJ ou... Qu'est-ce que tu entends par la standardisation des levées? Mais en fait, c'est pas tant sur le levé, c'est sur la donnée et l'information Codification, tu veux dire? qu'on va récupérer des relevés topo. C'est-à-dire, si on relève un réseau d'eau, on va lui donner un code particulier et que cette codification, elle soit normalisée au niveau national pour que ce soit plus facile pour vous aussi. Alors, gérer. moi, je pense pas. Il y a des essais, il y a des premières versions de standards type StarElec ou StarDT, mais il faut garder à l'esprit que ce sont des standards d'échange. Donc ça veut dire qu'on doit fournir, si on doit échanger les données, on les met dans ce format, mais chaque exploitant et chaque organisme doit rester libre de structurer ces données comme il le veut, même si il y a un tronc commun qu'on retrouve régulièrement. En fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, on récupère, admettons, du DXF ou du DWG avec des calques définis par chaque structure qu'on n'arrive pas à gérer. Et là, l'idée, ce serait que ces calques, finalement, ce soient des couches SIG qui soient standardisées. Quand tu parles de chaque structure, c'est une structure prestataire ou une structure donneur d'ordre? Oui, des prestataires. On va récupérer des données de Veolia, on va récupérer des données du géomètre local. Chacun a sa standardisation de son... Alors, pas exactement, non. Mais moi, j'ai tendance à penser que ce sont des problèmes qui se règlent ce ne sont pas des problèmes techniques. C'est-à-dire que ça doit se régler au niveau des règles de fonctionnement ou de partenariat entre les organes. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais... et après, pour récupérer des données comme ça de Veolia, par exemple, c'est à celui qui intègre de convertir. Je suis désolé, mais... La difficulté sur un territoire comme le mien, une petite communauté de communes, on va recevoir des plans topo entre l'entreprise de travaux publics, le géomètre, les gestionnaires de réseau. La complexité, c'est qu'il n'y a jamais un plan qui matche bien et qu'on arrive à intégrer parfaitement du premier coup. Alors, il faut quand même déjà aussi. Et on passe un temps... incalculable. Tout ce qui vient des prestataires, moi, je vous renvoie au cahier des charges. C'est-à-dire qu'il faut blender son cahier des charges. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de cahier des charges, parce que nous, communauté de communes, on reçoit des plans par l'intermédiaire des communes. Dealer de disquettes? Non. Ouais, c'est presque ça. Ouais, la commune nous renvoie la disquette, si tu veux. À un moment donné, la commune, elle fait un cahier des charges. Ou elle n'en fait pas, mais... Et alors, je pense que c'est à vous de faire l'œuvre de pédagogie ou d'imposer, je ne sais pas, mais d'avoir des modèles de... Mais nous, petite communauté de communes, le prestataire, il va intervenir à la fois sur Métropole de Montpellier, Alors, après, je pense que c'est un outil comme Comptigi, par exemple, pourrait évoluer dans ce sens pour remettre en forme. À partir du moment où il constate que ça ne correspond pas à un standard, on pourrait aussi... on n'a jamais discuté avec Loïc, mais on pourrait très bien envisager de définir des règles pour remettre en forme dans un standard donné. Mais encore, je suis d'accord que si tu as 10 entreprises qui te font 10 structures différentes, ça va faire du boulot. En fait, il y a 10 entreprises, mais il y a 10 comment dire, plus de 10 intervenants. Comment dire, Oui, le problème est exponentiel. En fait, c'est pas tant la structure, c'est que derrière, il y a un individu qui va numériser, et chaque individu qui va numériser va des fois rajouter des calques à sa façon, écrits d'une manière différente. Et là, ça rajoute encore de la complexité au modèle, au fichier, et à la structuration, et à l'intégration du coup. Oui, mais si tu veux, dans un marché public, à un moment donné, il y a une consultation quand même.
Et à mon point de vue, c'est au moment de cette consultation que tu peux... alors, c'est pas simple, mais c'est que tu peux imposer ça. Je t'ai pas convaincu. En tout cas, peut-être ça marche pour les grosses métropoles, mais pour les petites collectivités, c'est compliqué. Bon, en tout cas, ouais, du coup, il y a... Alors, ouais, bon, on va faire le... Parce que je pense que tu rebondis à ce qui a été dit. Ok. Pardon. Oui, Florent. En fait, c'est de l'acculturation vraiment des prestataires. Soit les retenues sur certaines prestations, donc en gros tu payes pas, ce qui est une possibilité. Soit tu fais de l'éducation, et c'est ce que certaines petites collectivités ont fait en expliquant justement aux topographes, géomètres, géomaticiens, quand c'est le cas, comment ils peuvent faire pour respecter au mieux leurs obligations. Mais sinon, c'est pas l'outil qui va faire la chose, c'est vraiment l'humain qui doit se débrouiller pour faire correctement. Alors, en fait, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais comme dit Loïc, il y a un peu d'acculturation, il y a un peu de coercition. Il y a aussi la solution de proposer éventuellement, c'est ce que j'ai fait pour un syndicat d'électricité, c'est-à-dire que, enfin pour 2 syndicats d'électricité, ils fournissent l'outil de saisie pour préparer le livrable aux prestataires. Et voilà, c'est une combinaison en gros de ces 3 points, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a... Donc, Pierre, ouais. Je ne vais pas rebondir sur ce qui a été dit. Ma question portait plus sur les retours d'expérience. Tu as déjà des cabinets de géomètres qui ont testé, comment ils trouvent? Non, pas encore. C'est pour ne rien te cacher, on a validé le POC la semaine dernière, je crois. Donc, on n'a pas communiqué dessus. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de géomètres qui vont sur GitLab pour voir ce qui se passe, pour l'instant... Bon, je ferai la communication auprès des géomètres qui travaillent pour nous. Très bien. Alors, tant que tu y es, tu leur dis de faire les commentaires en créant des tickets. Oula. Déjà, peut-être qu'il va falloir que je leur fasse installer du QGIS. Après, on leur demandera de faire du commentaire. C'est mort. Oh, c'était sans espoir. Hein. Ouais, non mais on a senti le... Mais vas-y, pardon. Du coup, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Une personne qui ne s'est pas encore exprimée. Je voulais revenir sur... c'est Jean-Baptiste de l'INRA. Je voulais revenir sur les manques que vous avez évoqués. Et je voulais savoir si vous allez les développer à court ou moyen terme, compléter le... Alors... à court moyen terme, s'il y a un financement, enfin à court terme, ils seront développés, ça c'est sûr, parce que le besoin existe. Après, sous quelle forme, enfin par quel moyen, je ne sais pas encore. Mais ils seront développés, c'est sûr. À suivre, merci. D'autres questions? Nicolas Roland, je promets, elle est sérieuse. Et une possibilité éventuellement de faire de l'évangélisation dans les écoles, je pensais à l'ESGT, qui fait à la fois de la géomatique et de la topographie. Une fois que le plugin sera suffisamment finalisé au niveau couverture fonctionnelle, oui. Et des stagiaires. Prendre des stagiaires. Le problème de prendre des stagiaires, c'est qu'il faut qu'ils soient orientés développeurs, quoi. Il y en a, j'en ai un stagiaire plutôt orienté développement. Il y a un deal de stagiaire maintenant. T'as de la disquette? J'ai un stagiaire. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Ah ouais, mais il est 17h, j'ai le droit. Eh bien, merci Jean-Marie. Je t'en prie.